Buonasera a tutti, bienvenue dans Inchiesta. La misère serait moins pénible au soleil. Ces paroles de la célèbre chanson d'Aznavour sont démenties au quotidien par la triste réalité que connaît notre île. Ici, tous les indicateurs, ou presque, sont au rouge. La Corse est la région la plus pauvre de France, avec des revenus parmi les plus bas, un coût de la vie et un chômage supérieur à la moyenne nationale. Souvent cachée par culture, la misère s'affiche, la souffrance qu'elle engendre s'étale désormais au grand jour, un problème structurel connu depuis des années, mais qui s'accentue en l'absence de réelles solutions économiques en termes d'emploi, d'accès au logement ou à la formation notamment. La compétence sociale au-delà de l'État est détenue par les conseils départementaux. Elle sera transférée à la future collectivité unique en 2018. La CTC fait de la lutte contre la précarité sa priorité. On verra comment avec vous, Jean-Christophe Angelini. Bonsoir. Bonsoir. Conseiller exécutif et président de l'Agence de développement économique de la Corse, l'ADEC. À vos côtés, Patricia Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous représenterez l'État, vous êtes en charge de l'ingénierie sociale à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Merci d'être avec nous. À mes côtés, Marie-Florence Dabrin, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'association Corse Mobilité Solidaire qui travaille sur des chantiers d'insertion notamment. Vous avez 13 salariés en Balagne. Merci d'être avec nous. Solange Graziani, bonsoir. Vous êtes journaliste à France 3 Corse. Vous avez réalisé un reportage qu'on va découvrir dans un instant. Avant ça, quelques indicateurs à connaître sur la situation sociale. La Corse, je vous le disais, est la région la plus pauvre de France avec 20,4% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 990 € par mois. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Les familles monoparentales sont les plus touchées, avec les jeunes aussi. Et c'est une spécificité corse. Les personnes âgées sont 2 fois plus touchées que sur le plan national. Le tout, je vous le disais, cumulé avec un taux de chômage qui est le 4e de France. Et on parlera aussi de la saisonnalité de l'emploi qui vient compliquer un petit peu plus l'équation. On discute de tout ça en débat avec nos invités après Poaranoï, une enquête signée Solange Graziani, Christian Giuliani sur un montage de Christophe Gineste. Les jours sont difficiles, les mois, à la crise, quoi. Des gros soucis avec les parents. J'aimerais pas trop en parler parce que c'est vraiment hard. Ça vous tombe dessus sans que vous ayez le temps de comprendre ce qui vous arrive. Hein. C'est sûr que ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Je me débrouille pour manger tous les soirs et tous les midis. Mais il y a beaucoup de soirs où ce sont des pâtes avec un peu d'huile d'olive et un peu d'ail. Pas assez d'argent en fin de mois pour pouvoir s'acheter des pâtes, s'acheter des couvertures, s'acheter des coussins. Il faut trouver la bonne personne voilà, qui vous encourage, qui vous aide, qui vous dit ne te laisse pas aller. Voilà. Il pousse la porte des restaurants du cœur avec appréhension et le visage des mauvais jours. Qu'il soit chômeur, travailleur pauvre, retraité ou mère de famille, ici il trouve de quoi manger durant l'hiver. Cindy a une vingtaine d'années, 2 enfants dont un nourrisson. Aujourd'hui en congé maternité, elle était auxiliaire de vie à temps partiel il y a quelques mois encore. Vous vivez seule? Oui, avec les 2 enfants. C'est la première fois que je viens ici. Auparavant, je n'en avais pas besoin, mais de nos jours, maintenant, c'est difficile avec 2 enfants, en étant seule. Le loyer, l'eau, l'électricité, tous les frais à sortir pour l'appartement, arriver à la fin du mois, c'est dur. Et qu'est-ce qui vous reste finalement à la fin du mois? Moins de 100 € pour finir le mois. Voilà. Que je fais pour mes enfants. Une autre jeune femme vient s'inscrire pour la première fois au Restaurant du Cœur. Elle préfère témoigner de manière anonyme. Il y a 3 ans, elle vivait avec son mari et ses 2 enfants dans une maison achetée à crédit jusqu'au jour où le couple se sépare. Une fois qu'on a fait construire sa maison, on se dit bon c'est bon, mon train de vie, on a fait la maison pour les enfants, il va leur rester quelque chose. Et du jour au lendemain, c'est vrai que ça vous tombe dessus et vous n'avez plus rien, quoi. J'ai dû arrêter de travailler voilà, pour ça, pour une dépression. Et ensuite, j'ai pas pu reprendre mon travail de suite.
Et à la suite de ça, mes employeurs ont décidé de vendre le magasin. Donc du coup, j'ai pas pu retourner travailler à cet endroit, quoi. Avec seulement 750 € par mois, cette mère de famille met un point d'honneur à offrir un joli Noël à ses 2 enfants. J'ai commencé mes cadeaux au mois d'octobre pour étaler, pour justement réussir à leur faire plaisir comme je peux, quoi. En Corse, une famille monoparentale sur 3 vit avec moins de 970 € par mois, un phénomène inquiétant qui ne concerne pas seulement les villes, mais aussi le milieu rural. On a des gens qui viennent du Cap Corse s'inscrire à Bastia et viennent lorsqu'ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens d'acheter l'essence pour venir jusqu'ici. On a des gens qui viennent de Lourdes et qui viennent de Sisque, Pietracorbar, Chantour, et c'est très difficile pour eux. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir quelque chose à Lourdes. C'est malheureux, mais les parents maintenant ne peuvent plus aider comme nos grands-parents nous aidaient, nous donner un peu d'argent et tout. Mais comme ils n'en ont plus assez pour eux, c'est sûr, ils ne peuvent plus les aider. Et sans l'appui des parents, certains jeunes se retrouvent dans la rue. C'est le cas d'Ishak. Après une dispute avec son père, il quitte le domicile familial sans savoir où il va. C'est là que je dormais. Là, à côté de la prise. Je mettais un carton, une serviette et je dormais là. J'avais faim. Rester là à la rue sans rien manger ni boire, je peux vous dire que vous en souffrez. Le soir, est-ce que vous aviez peur? Oui, un peu. Je vais pas vous mentir, oui. J'ai pas envie de dormir là par terre. Je sais pas, moi. En plus, j'en crève la dalle. Heureusement que j'avais des amis. Ils m'ont donné de quoi manger. Au bout du compte, Ishak va vivre un mois d'errance, ponctué de longues nuits sans sommeil, où il rêve d'une vie normale, d'un appartement, d'un lit. Cet objectif, il va en partie le réaliser au centre d'hébergement de Fouriagne, un foyer pour adultes sans toit. Cet accompagnement lui permet d'obtenir un contrat d'apprentissage, une accalmie dans sa vie mouvementée, où il prend le temps de penser à ses parents. Il me disait, d'un jour tu vas te retrouver à la rue. Non, je veux réussir ma vie. J'ai lâché l'école, j'ai tout lâché. Et je me suis retrouvé à la rue et qu'est-ce que je vais faire? Il n'y avait rien. Il n'y avait nulle part où aller à part ici. Et j'ai eu de la chance. Beaucoup de chance. Même s'ils nous ont fait du mal, il faut les respecter, il faut les écouter. Mais bon, c'est la vie. On s'aperçoit que la cellule familiale telle qu'elle existait il y a une trentaine d'années, où lorsqu'il y avait une carence au niveau du père-mère, au niveau de la cellule familiale proche, il pouvait y avoir un relais qui était pris par le reste de la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Lorsqu'il y a une carence au niveau familial proche, il n'y a plus ce relais. Total, le jeune se retrouve en déshérence et effectivement se retrouve sans appui familial. Et là, c'est la rue qui prend le relais de son éducation, on dira, et il va vers soit des problèmes psychiatriques, soit des problèmes de délinquance et d'addiction. Cette descente aux enfers, Serge, ancien commercial, l'a connue durant plus de 10 ans. La recherche d'un abri pour la nuit, la manche, la violence et surtout l'isolement. Même ici à Bastia, je connais beaucoup de gens qui ne font pas vraiment la manche, qui sont sous tutelle parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques ou j'aurais pu retrouver une dépression nerveuse. Voilà. Et autrement, je connais des gens dans la rue qui ne boivent pas d'une goutte d'alcool. Mais bon, ils n'ont plus le moral. Et puis il y en a beaucoup, par exemple, des jeunes qui sortaient de famille d'accueil en famille d'accueil, ensuite de foyer. Et puis à un moment donné, ils explosent contre la société, quelle qu'elle soit. Voilà, et puis quand vous n'avez plus de morale, voilà, vous vous laissez aller. Ces années de galère, il les vit d'abord sur le continent, puis en Corse. C'est grâce au soutien de plusieurs insulaires qu'il survit. Pour lui, l'aspect affectif a pris le pas sur tout le reste.
J'ai mes amis Cindy et Antoine à l'île Rousse qui m'ont hébergé, qui m'ont nourri. Voilà, j'ai rencontré ici plein de rencontres comme ça de gens sympathiques. Par rapport à la mentalité qu'il y a sur le continent, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est pas le RSA, c'est pas des choses là, l'argent qui peut aider les gens. C'est justement que c'est vraiment des rencontres, des gens qui vous mettent un coup de pied au cul, voilà, qui vous font réagir. C'est aussi l'affection des insulaires qui a ramené Paul Edkamp en Corse. L'ancienne star du Sporting Club de Bastia est revenue donner le coup d'envoi d'un match à Fouriane. À sa grande surprise, ce fut une ovation. J'avais de frissons et j'ai pleuré. Je dis alors, c'est pas possible. Après 40 ans, ils ne me sont pas oubliés. C'était incroyable. Alors là, j'ai décidé, je retourne en Allemagne, je laisse tout là-bas et je reviens tout de suite en Corse. Je me dis, mon place ici en Corse. Aujourd'hui, la vie de l'ancien joueur est moins clinquante. Suite à de mauvais investissements dans l'immobilier, Paul se retrouve avec une retraite de 450 € par mois, juste de quoi louer un petit logement. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas demander de mes amis prêtement 1000 ou 2000 € ou quelque chose. J'ai le besoin, j'ai le dette. Hein. Je ne peux pas. Ça me fait la honte. Alors, je demande à personne. Hein, à personne. Comme ça, je me lutte tous les jours et je mange toujours presque la même chose. On fait une demande d'aide financière. Oui, il va me le donner. Paul a failli se retrouver dans la rue. C'est grâce à l'intervention d'une association spécialisée dans le logement social qu'il échappe aux hébergements d'urgence. Il y a quand même une pénurie de logements et surtout de logements à loyer modéré. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Hein. Et si vous voulez, d'ailleurs, on ne peut pas répondre à l'urgence vraiment à proprement parler. La plupart du temps, les gens les orientent d'abord sur des accueils de nuit. On fait parfois des demandes sur des centres d'hébergement de réinsertion sociale. Mais le logement, c'est très rare qu'on oriente comme ça directement sur du logement. D'autres ont la chance d'occuper un logement gratuitement, mais ils demeurent sans travail. C'est le cas de François. Malgré des années d'expérience dans la restauration, ses lettres de motivation n'ont jamais abouti. Des employeurs ont évoqué son âge. Je dois me contenter du RSA qui est de 472 € par mois pour vivre. D'après ces gens-là, je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes armes, j'ai gardé qu'un vieux 12 parce qu'il y a beaucoup de valeurs sentimentales qui me permettent de manger un peu plus de viande pendant la saison de chasse. Et je suis obligé de vivre avec ça. Je suis obligé d'aller pleurer pour me faire soigner les dents. Je suis obligé de venir ici pour obtenir certains avantages. Je suis obligé d'aller pleurer à l'épicerie, comme vient de me donner l'adresse, la LED, parce que sinon, il y a beaucoup de fins de mois où c'est des plats de pâtes ou des pommes de terre. En ce moment, je mange régulièrement de la viande parce que j'ai un bon coup de fusil. Grâce au sanglier. Sanglier, pigeons, il y a les grives qui vont commencer, quelques lapins en balagne. Et pour moi, c'est une question de survie. C'est pas qu'une passion, c'est pas qu'un plaisir. Pour moi, c'est de la viande à manger. Pour moi, je me retrouve comme un chasseur en Corse à la fin de la Première Guerre mondiale ou au XVIIIe siècle. La balle devait faire la viande. Il y a la réalité sociale qui fait qu'à partir de 50-55 ans, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour effectivement reprendre un travail, reprendre une formation, etc. Même si les volontés gouvernementales vont dans le sens de promouvoir effectivement l'accès à l'emploi des plus âgés, dans la réalité, c'est pas simple. Ce n'est pas simple non plus lorsqu'on souhaite obtenir un diplôme en situation de précarité. Une association, l'Aiuto Studentino, située derrière les bâtiments de l'université de Corte, apporte un soutien aux étudiants en difficulté. Mais comme on peut le voir sur cette image, la honte empêche parfois de franchir le pas. Dans cet ancien garage, on trouve pourtant de quoi s'alimenter, des produits du quotidien ainsi que des fournitures scolaires. On ne peut pas essayer d'expliquer toutes nos difficultés parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas exposer aux yeux du monde. Je connais certains Corses qui sont venus et qui viennent moins et qui ont peur
des commérages, c'est une image aussi, donc on se dit on est dans le besoin, et ils préfèrent se débrouiller tout seul, des fois ne pas manger le soir. Les 400 étudiants reçus par l'association seront plus fragiles au cours de leur parcours universitaire. S'ils ont eu de bonnes notes aux examens, peut-être qu'ils ne pourront pas poursuivre, mais souvent, la précarité et l'isolement font qu'ils n'auront pas les notes suffisantes pour passer en deuxième année. Donc c'est en effet un frein aux études. Malgré ce contexte préoccupant, le restaurant universitaire est fermé le soir depuis au moins 2 ans. Bien sûr, il y a l'avenir et ses possibilités. Ce sont en fait les personnes rencontrées qui portent en elles cette espérance. J'ai un projet aux 6 mois de mon fils de reprendre une formation pour devenir infirmière libérale. Là, c'est une formation de remise à niveau en fait en informatique. Après, ils ont toujours notre CV à portée de main et ça peut nous ouvrir des portes par la suite. Ça va. Avec ma copine maintenant, depuis 4 ans, c'est impeccable. C'est ma vie. Avoir un appartement, une femme, des enfants, le travail, un beau travail. C'est le rêve, ça, comme tout le monde. C'est vrai. Voilà pour ces témoignages qui lèvent le voile sur cette misère très présente en Corse. Alors, une question, Patricia Boyer. Pourquoi ces indicateurs sont plus au rouge en Corse qu'ailleurs? Est-ce que c'est structurel, c'est lié à l'insularité? Alors, sûrement en partie lié à l'insularité, puisqu'on a des spécificités, effectivement, qu'on ne va pas retrouver sur le continent. Surtout, je pense que la pauvreté a subi aussi des transformations. Comme on a pu le voir dans le reportage, il y a moins de solidarité familiale qui se met en place dans la mesure où les personnes âgées sont elles-mêmes touchées par cette pauvreté. Par ailleurs, ce rajeunissement de cette pauvreté, puisqu'on voit que les jeunes sont très touchés par la pauvreté, est dû au fait que les aides légales que l'on peut toucher quand on a plus de 26 ans ou quand on est un petit peu salarié, même pauvrement salarié, on va dire, les jeunes de moins de 26 ans n'ont pas d'aide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de RSA. On voyait dans ce témoignage ce monsieur qui dit « je survis ». Effectivement, avec 472 € par mois, on ne peut que survivre. Un jeune, lui, il n'a rien du tout dès lors qu'il a quitté le foyer familial. Et quand le foyer familial ne peut pas, malheureusement, apporter... déjà répondre à ses propres besoins, on voit effectivement qu'il y a cette augmentation de la pauvreté des jeunes. Donc on voit aussi, ça s'explique aussi par la montée des familles monoparentales. La Corse est très touchée effectivement par les familles monoparentales et on voit, je pense que dans vos statistiques, vous savez comme moi que les enfants entre 0 et 5 ans, c'est 1 sur 5 en Corse qui est touché par la pauvreté, dû bien évidemment au fait que ce sont des femmes seules avec des enfants bas âge qui sont en grande majorité des familles monoparentales. Donc il y a un certain nombre effectivement de choses qui s'expliquent. On pourrait aussi l'expliquer par le problème de la mobilité qui est un frein aussi à l'accès aux droits, à l'accès aux dispositifs et qui contraint certaines personnes, que ce soit des adultes, des femmes, des jeunes ou des personnes âgées, de pouvoir se déplacer, avoir accès à un emploi, avoir accès aux services qui pourraient leur permettre d'être moins touchés par la pauvreté. Alors, Marie-Florence Dabrin, est-ce que ces témoignages, vous les retrouvez au quotidien avec votre association d'insertion et ce problème des personnes d'un certain âge qui n'arrivent plus à raccrocher au niveau de l'emploi? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas que l'apanage des personnes d'un certain âge, bien évidemment. Donc on retrouve cette typologie de public, effectivement. Madame Boyer, à l'instant, vient d'exprimer une notion qui est, selon nous, fondamentale au sein des associations, de la coordination interassociation qui travaillent sur la précarité. C'est le fait que les minima sociaux, si vous voulez, ne correspondent plus véritablement à un niveau de revenu suffisant pour satisfaire les besoins de base.
les études auxquelles vous faites référence précisent que pour une personne seule, le minimum de revenus nécessaire pour vivre est 2 000 €. Or, on entend que les minima sociaux sont en 472 €, si je ne me trompe, ce que disait monsieur. Donc, où se trouve la différence ? Comment fait-on quand on ne l'a pas ? Donc, c'est cette typologie de public-là qu'on a. Après, lorsqu'on est au-delà des 1 000 €, c'est-à-dire à 1 001 €, on n'est plus considéré par les politiques publiques et sociales comme étant dans le besoin. Et ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'institution qui peut nous venir en aide. Les assistantes sociales aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons sur le territoire de Balagne, par exemple, sont systématiquement sollicitées par des situations d'urgence et de dérogation. C'est-à-dire pas pour des personnes qui sont inscrites donc, dans des schémas d'insertion classiques traditionnels tels que demandeurs d'emploi ou RSA, mais plutôt parce qu'ils en sont extérieurs. Et ne parlons pas de ces fameux travailleurs pauvres qui ont été également cités, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir le SMIC. Je prends toujours le même exemple, mais et je le retrouve effectivement dans mes chantiers d'insertion. La dame seule en famille monoparentale qui élève ses 2 enfants, elle a beau avoir 1 500 € par mois. Il faut peut-être se poser la question de la notion du reste à vivre, parce que le même mois, elle ne peut probablement pas réparer sa voiture et éventuellement racheter une machine à laver ou tout au moins assurer les cadeaux de Noël. Alors Jean-Christophe Angelini, sur ce constat, comment vous l'expliquez ? Il n'est pas nouveau, mais vous dites dans une délibération de l'Assemblée de Corse que ça devient un problème politique. Donc comment vous expliquez, comment est-on arrivé là, en Corse plus qu'ailleurs encore Mais déjà, moi, je voudrais vous remercier pour les images qui ont été diffusées, parce qu'on a des chiffres, on a des dossiers, on connaît toutes des femmes et des hommes en situation de pauvreté, de précarité, mais il est bon sur un média de service public que l'on ait plus nettement encore des vécus, des parcours, des histoires de vie, tout simplement. Et je crois qu'il faut effectivement vous remercier d'avoir exposé mieux encore qu'à travers de longs dossiers ces situations qui sont quand même particulièrement dramatiques. Alors, aujourd'hui, effectivement, les termes du constat, ils ont été rappelés par Marie-Florence, par Mme Boyer. L'Assemblée de Corse les a compilés, les a remis en perspective. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, si on veut être efficace, il faut s'attacher à construire des solutions. Alors, dans les solutions, il y a effectivement, et d'abord, le fait de poser clairement les éléments de diagnostic. Et puis ensuite, la co-construction des politiques publiques que l'on va mettre en œuvre. Justement, il y a la complexité des démarches aussi, Alors, parce que les gens que nous avons rencontrés nous disent tous que c'est complexe, ils nous demandent toujours les mêmes papiers. Par exemple, pour le RSA, pour la Haute-Corse, on a 3 portes d'entrée, on a la mairie, on a les conseils départementaux, on a la CAF. Et donc, il y a une espèce d'imbroglio pour la santé, la CMU, c'est les assistants sociales de la sécurité sociale. Et en plus, tous ces organismes ne vont plus recevoir directement le public, puisque depuis le 10 octobre, la CAF ne reçoit pas directement le public, et la Sécurité sociale ne va pas recevoir non plus directement le public à partir du 1er décembre, mais seulement avec rendez-vous. Donc ça complexifie encore plus les choses. Précisément, c'est là où on arrive, je le crois, aux éléments du constat. Politique, pour reprendre ce que disait Sébastien Thiers. Moi, j'ai là-dessus, avec l'ensemble de mes amis politiques, une doctrine qui est constante. Je considère, et pardon de le dire un peu brutalement, qu'il n'y a jamais eu de volonté politique prioritaire dans le domaine du combat contre la précarité et la pauvreté. Jamais. Alors on dit régulièrement, on délibère, on affiche des résultats, des tentatives, des plans, des feuilles de route, des schémas d'orientation. La vérité, c'est qu'un véritable plan de lutte coordonné, chiffré, phasé, avec une obligation de moyens et des objectifs en termes de résultats, n'a jamais été politiquement porté. Donc ça n'a pas été une priorité politique. Moi, j'avais suivi à l'époque avec beaucoup d'intérêt les travaux de Martin Hirsch, notamment, et je suis avec un intérêt égal ceux de François Pernin, de la mission qu'il a eu la charge de coordonner avec une véritable compétence et des résultats qui sont aujourd'hui reconnus par tous. On voit bien que l'on a effectivement un manque de coordination qui est pointé du doigt, et puis généralement un constat qui est fait, qui permet de tordre le cou à des idées reçues et qui malheureusement continuent de prospérer, c'est que la précarité et la pauvreté coûtent beaucoup plus cher aux sociétés et pose des problèmes tellement plus insurmontables que le fait à un moment donné de vouloir agir. Donc il faut traiter sur la coordination, la multiplication des acteurs, CCAS au niveau communal, le centre d'action sociale, les départements, la région, l'État. Là aussi, vous avez travaillé sur ça. Il y a une marge à gagner là-dessus, il y a une efficacité à retrouver ou à trouver seulement.
Oui, bien évidemment. Alors, je rejoins ce que dit M. Angelini. C'est vrai qu'il y a un éclatement, en fait, des politiques et des compétences en matière d'action sociale. La compétence légale, quand même, en revient au Conseil des départementaux. Dans la perspective d'une collectivité unique, il est essentiel aujourd'hui de se préoccuper de cette coordination. Parce que qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'on soit toujours sur des indicateurs rouges? C'est effectivement cette manque de coordination, ce manque de mutualisation de moyens qui aujourd'hui est quasiment obligatoire, puisque le travail est fait. Il y a des dispositifs qui existent, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, que ce soit au niveau des associations qui ont une grande part aussi d'engagement dans la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas travailler ensemble. Alors c'est vrai que l'État, depuis 2013, il y a quand même un plan national de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Nous avons travaillé au niveau de la DRJACS sur un plan régional que nous avons présenté lors de la journée du 8 novembre aux côtés de M. Gilles Siméon, où il y a une vraie volonté politique aujourd'hui de se concerter et de travailler ensemble pour répondre à ces besoins. Alors sur la spécificité corps, je voulais vous montrer un chiffre, ce sont les chiffres de l'INSEE sur la situation de la cherté de la vie. Vous savez que la cherté de la vie qui vient compliquer un petit peu l'équation, 3,6% de plus sur les prix en général et 8,6% de plus sur ce qui est alimentaire, avec des salaires, on l'a appris récemment, 8% inférieurs par rapport au continent. Ça aussi, ça vient compliquer nettement les situations des gens que vous rencontrez sur le terrain. Ça vient plus que compliquer les situations, parce qu'il y a aussi notre réalité qui va au-delà donc de la consommation. C'est notamment la réalité en lien avec la mobilité. Et là aussi, elle a été évoquée donc, dans le sujet. Le budget mobilité aujourd'hui des ménages est de l'ordre à peu près de 13% du budget mensuel. Peut-être que lorsqu'on est sur le continent, puisque là je reviens aussi sur les problématiques insulaires, lorsqu'on est sur Paris ou sur Marseille, malgré tout, une carte Azur, une carte Orange, c'est 30 € par mois et on peut se déplacer pour aller travailler. Encore, ça n'est pas le cas. Justement, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ce problème de mobilité bien et sûr, puis aussi qui aimeraient avoir la gratuité des transports publics quand il y en a. Alors là, il y a quand des il y en a... dispositifs d'aide, le conseil départemental ou les CCAS en général peuvent donner oui, enfin, coup de pouce. moi je voudrais qu'on relativise quand même. Il n'y a pas d'harmonisation sur les pratiques. C'est-à-dire que suivant où vous habitez, vous allez pouvoir avoir une gratuité, effectivement, notamment sur les grandes agglomérations. Par contre, quand vous êtes dans des petits villages, qui peut vous aider à avoir le train gratuit? Donc c'est un vrai problème, cette mobilité liée à l'insularité, effectivement, enfin liée à notre île en tous les cas. Puis bon, Jean-Christophe Angelini, c'est vrai qu'on l'a vu à la fin du reportage, les gens sont en demande de formation. Oui. C'est-à-dire que pour eux, la planche de salut, c'est la formation. Et l'accès à l'emploi. Alors, sur ce plan-là, on est d'accord, mais ça a été dit par Mme Boyer, je crois qu'effectivement, et Marie-Florence également l'a développé, il faut bien considérer le fait qu'on est d'abord dans un éclatement des champs de compétences liés au combat contre la pauvreté et la précarité. La collectivité unique, c'est plus qu'un changement de gestion, c'est un changement de paradigme, puisqu'on va vers l'intégration complète des ressources, compétences et moyens liés notamment au sujet social avec un grand S. Donc c'est véritablement un nouveau modèle qui va émerger et qui, je le crois, va permettre non pas uniquement de mutualiser au fil de l'eau, mais de concentrer pour mieux rediffuser ensuite la compétence et les moyens qui en découlent. Donc c'est un véritable chantier qui est ouvert depuis quelque temps, qui va, je l'espère, être clos rapidement et qui est important. J'en profite pour dire qu'à côté de ce chantier, que nous n'avons pas attendu, nous avons également projeté des choses au sein de la collectivité. La majorité territoriale, le nouveau conseil exécutif, sous l'autorité de son président, ont proposé un plan à l'Assemblée de Corse qui a donné lieu à une délibération. Il y a déjà eu un précédent plan qui n'a pas eu d'effet. Précisément. Et j'y arrive avec la volonté de réformer de manière opérationnelle les aides qui vont découler du plan et qui vont pour la plupart entrer en vigueur et en application dès le mois de janvier 2017. Ceci pour dire qu'on a une grande difficulté, effectivement, du point de vue de l'intégration des compétences. On est en passe, je l'espère, de la résoudre. Et on va y consacrer, je ne l'ai pas dit, mais c'était sous-entendu, une volonté politique totale. On va parler du budget. Chacun voit bien aujourd'hui dans quelle modalité nous agissons. Juste une donnée sur l'emploi, on en fait une priorité nécessité claire. de formation et d'adéquation entre les formations proposées et le marché du travail local, qui est aussi un problème, je pense. Regardez cette carte aussi, qui est intéressante, sur la pauvreté répartie en fonction des zones. Alors les zones rouges, ce sont les deux grands pôles touristiques entre Ghisonacci et Bonifacio. Et en haut, la Balagne, c'est là où il y a le plus de pauvreté. Alors,
ça remet peut-être en cause aussi le modèle économique, le taux tourisme, la précarité liée à la saisonnalité de l'emploi. Est-ce que ça sera intégré à la réflexion? C'est dans la réflexion et c'est dans la perspective d'action. Deux commentaires rapides. Le premier, je crois qu'il y a effectivement une coordination des acteurs qui est nécessaire, qui est indispensable. Mais il y a autre chose. Il y a la volonté de faire du combat contre la pauvreté et la précarité un combat transversal. Je m'explique. En matière de logement, on a un sujet qui est posé. L'essentiel des logements, 70%, je crois, sociaux, est concentré dans les deux grandes agglomérations. La question de l'emploi est une question qui touche intimement au développement économique. La question du surendettement touche pour partie à la question de la fiscalité. La question de l'aménagement du territoire recoupe également celle du type d'habitat que l'on veut promouvoir. On est d'accord pour dire que l'on doit développer du logement social, mais pourquoi ne pas envisager également, notamment pour les communes, des lotissements communaux, des réserves foncières publiques pour supporter un certain nombre de projets, la rénovation du bâti qui va être dopée par la programmation de l'énergie. Donc on a comme ça des sujets qui sont transversaux, et je crois que l'on aurait tort de considérer le combat contre la pauvreté comme étant l'apanage uniquement des services qui sont organiquement dédiés. C'est un combat de tous les instants et de tous les services. Et s'interroge, deuxièmement, la question du modèle économique. Et moi je le dis, y compris en ma qualité de président de l'ADEC, nous avons développé par glissement, tacitement, parfois de manière un peu plus déclarée, et quand je dis on, ce sont les élus des 30 dernières années, un modèle économique qui génère de la précarité. C'est ça la vérité. Qui génère de la pauvreté. Justement, vous venez de Porto Vecchio, vous connaissez dont on traite les aspects comment faire à la marge et à l'aval, mais dont on ne traite jamais les causes réelles et profondes à l'amont. Donc oui, je viens de Porto Vecchio, je suis frappé, même si je les connaissais, de voir les chiffres, les tendances qui s'installent dans des territoires qui sont facialement des territoires soumis à une croissance économique, à une attractivité touristique, et donc, de manière implicite, à un certain mieux-être de la population. Or, on voit bien qu'il existe un décalage entre ce qui est facialement exposé, voire même la création de richesses qui peut effectivement exister par ailleurs, et le niveau de vie moyen de la population, dont on voit bien qu'il est touché frontalement. Très très riches et des gens très très pauvres. Par on voit bien la cassure. Mais justement, est-ce que c'est le tourisme qui est mis en cause premièrement, ou c'est juste l'étalement de la saison qui ne va pas? C'est pas le tourisme. D'un mot, si vous le permettez, puis ensuite il faut bien sûr que chacun s'exprime. C'est pas le tourisme dans son principe. Au contraire, je pense même que le tourisme, il peut générer des richesses qui seront mieux diffusées pour l'ensemble de la population. Et c'est un fait. Aujourd'hui, de toute façon, c'est 30% du PIB. On peut le revisiter, on peut le reconstruire, mais on doit le pérenniser. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le modèle économique de manière beaucoup plus large. Et le modèle de société également. Donc, il y a la question du tourisme, mais également la question de la diversification de l'économie. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est économie présentielle et résidentielle ou économie de production. Et si on diversifie les voies du développement économique, qu'on considère le tourisme, mais également tous les autres sujets que nous avons mis sur la table et dont nous voulons qu'ils fassent développement, qu'ils fassent économie, vous verrez que l'on va résoudre, y compris la question du chômage. Patricia Boyer, sur ce constat et la spécificité au niveau de prix élevés en Corse, la cherté de la vie, est-ce que l'État accorde une vision un petit peu particulière à la question corse dans le traitement de la précarité, puisqu'on a cette situation de prix élevés, de chômage élevé plus qu'ailleurs? Là, on assiste effectivement au problème des budgets contraints, c'est-à-dire que notamment sur le coût du logement, pour se loger aujourd'hui, c'est très très cher. L'action de l'État, elle est limitée. Encore une fois, la compétence légale revient aux conseils départementaux. Après, il y a tout ce qui est construction, effectivement, de logements sociaux sur lequel elle met des moyens. Mais bon, après, il y a le problème du foncier. On décline le plan national comme ailleurs, finalement, pas spécifiquement en Corse. Tout à fait. Après, c'est la logique. Pour revenir, moi, je souhaiterais plutôt revenir sur le développement économique de la Corse. Et effectivement, on parle beaucoup du tourisme. Il ne faut pas se cacher aussi, si la précarité des emplois saisonniers est là, c'est peut-être aussi parce que il y a du travail au noir aussi derrière ces emplois-là, certains en tous les cas. Et qui dit emploi au noir dit pas de protection sociale, dit pas de chômage derrière. Et donc les chiffres qu'on a. Par contre, il y a quand même d'autres pistes qu'on peut développer. Effectivement, la précarité et la pauvreté ne concernent pas que le domaine du social, mais concernent aussi d'autres politiques. Le plan pauvreté, c'est une politique interministérielle, notamment le développement des politiques sportives en Corse. On a un terrain de jeu, entre guillemets, qui est quand même très favorable, que ce soit les sports nature, à travers la montagne, à travers le nautisme. Il y a l'accès au sport, à la culture.
à la santé. Voilà. Et qui sont, au-delà du fait que ça permet aux personnes d'avoir une meilleure image de soi, d'être en meilleure santé, parce qu'il faut aussi ça pour aller chercher du travail et pour se sentir bien, et pour avoir envie de reprendre ses responsabilités en main, quelque part. Et c'est vrai que ça crée de l'emploi. On va évoquer les solutions. Alors, l'Assemblée de Corse, qui va hériter de cette compétence avec la collectivité unique, a voté, c'était le 30 septembre dernier, sa stratégie de lutte contre la précarité. Donc, un plan d'action participatif avec des contributions possibles sur Internet jusqu'au 18 décembre, autour de thèmes comme justement la santé, l'emploi, l'accès au sport, au logement. Et une action au niveau opérationnel est prévue au 1er janvier 2017. Alors, Marie-Florence Dabrin, vous êtes président de l'ADEC à vos côtés. Quel est le message que vous lancerez depuis le terrain à ces élus pour qu'ils soient dans le concret, in fine? Alors, plusieurs messages, bien évidemment, et le président de l'ADEC le sait, puisqu'on a souvent l'occasion d'échanger sur ces sujets, et je le remercie de cette écoute qu'il nous donne au quotidien. Premier constat, alors très simplement, je pense qu'il faut aussi arriver à dissocier l'implication donc, de l'État, des collectivités locales, et on va dire de la stratégie de proximité. On a beaucoup parlé du conseil départemental et de son rôle, de la région et de son rôle, de l'État et de son rôle. Moi, je dirais quid des intercommunalités. Il me semble que la loi NOTRe donc, prévoit donc, dans sa mise en œuvre, notamment par les services de la CTC, de s'appuyer de plus en plus sur les intercommunalités. Notamment pour le RSA, on en a parlé en tout cas. Oui, pas exclusivement. Moi, je me pose quand même des questions, notamment sur certains territoires, comme la Balagne, puisque c'est là où je suis implantée, sans rien citer. Mais quand vous pensez que cette intercommunalité n'a pas encore pris la mesure de ses responsabilités en matière de transport ou en matière économique, ça peut quand même poser des questions donc, sur leur propre capacité à être opérationnelle en 2017 ou en 2018. Ça, c'est un premier point. Donc, je pense qu'effectivement, il faut construire et co-construire donc, des projets qui impliquent l'ensemble des acteurs et notamment aux échelles territoriales les plus proches des besoins là où les besoins de proximité s'expriment. Mais est-ce que vous aurez les moyens financiers justement de faire les moyens existent. Les moyens existent. Oui, quel budget? C'est-à-dire quand vous dites un effort et une priorité, en termes budgétaires, est-ce que ça va se traduire par une hausse du budget social? Concrètement, oui. Mais dans quelle proportion? Moi, à mon avis, compte tenu de la priorité politique qui est affichée, il faut qu'on ait une augmentation qui soit notable. Je ne vais pas dire de 10 à 20%, mais en gros, l'idée, c'est qu'on consacre un effort budgétaire qui soit très marqué, mais qui doit d'abord reposer sur une évaluation. C'est-à-dire que ce que dit Marie-Florence est très vrai. Il y a d'une part ce qui est dans le champ des départements qui est important, ce qui est dans le champ de l'État, mais l'État n'est pas pour l'instant appelé à fusionner dans la collectivité unique. C'est pas en projet, on y travaille. Même si c'est un pays ami pour vous. On en discute. Mais que ça, aujourd'hui. Plus sérieusement, sur l'aspect. C'est magique, hein. Oui. Il en est question, mais on en parlera à l'aune d'autres reportages. Mais sur le plan des ressources, la loi NOTRe, et ça a été dit, elle reventile la compétence et elle interpelle, elle interroge les intercommunalités, les EPCI, dans leur capacité à en absorber une partie et à gérer une politique sociale de proximité à l'échelle des territoires de vie. EPCI, c'est les communautés de communes. Établissements publics de coopération intercommunale, donc des petites communautés de communes aux plus grandes communautés d'agglomération. Donc on a là un sujet qui est un sujet de proximité dans la gestion qui me paraît très important. Et ensuite, ça a été dit, je crois que c'est très vrai, politique de sport, politique de santé. Vous avez vu le combat que l'on a engagé et pour partie gagné sur la question des coefficients qui s'appliquent à Lille avec la volonté de bénéficier de coefficients correcteurs plus adaptés à notre réalité, comme c'est le cas pour les territoires ultramarins, culture, etc. Qu'est-ce qui va changer par rapport aux précédents plans qui n'ont pas marché? Qu'est-ce que vous allez faire qui va changer? Ce qui est certain, et ça je crois que les Corses l'ont compris dans tous les sujets, il ne s'agit pas de la précarité ou de la pauvreté, c'est un sujet important, c'est que nous avons la volonté politique de régler le problème sur un temps court. Je vous cite un chiffre. Dans le domaine du chômage, nous allons voter en décembre prochain le fameux CRDE2I, le schéma économique, développement, innovation, internationalisation. Nous lui avons fixé pour objectif de porter le taux de chômage autour des 5% sur un pas de temps de 5 à 10 ans. Ça, c'est précis. On est à 10,5. On est à, autour des 11, même si depuis quelques mois, on a une tendance à la baisse qui reste conjoncturelle, qui n'est pas encore installée dans le temps, mais qui est quand même notable et à saluer. Nous voulons le diminuer par 2 sur la décennie. Je ne dis pas que ça va résoudre la question de la précarité en totalité, mais l'accès à l'emploi est quand même une des conditions déterminantes d'un retour à une vie stable dans tous les grands domaines. Donc la collectivité territoriale et le conseil exécutif vont porter cette volonté
la collectivité nouvelle va nous permettre de déployer des moyens qui seront mieux articulés, y compris avec l'État, dans le cadre, je dirais, d'une efficacité partagée. Et enfin, je le répète, nous allons faire une volonté politique forte, avec des traductions budgétaires et financières concrètes. Et vous verrez dès 2017, notamment dans le domaine du financement de l'économie sociale et solidaire, la répartition des par subventions exemple, qui pose problème aussi. que l'on va aller beaucoup plus loin. Alors, Oui. Marie-Florence Dabrin, justement, sur le rôle qu'on va prêter aux associations. On parle désormais à la CTC d'avoir une logique de projet, donc plus que d'accompagnement, parce qu'on est beaucoup dans le caritatif et pas forcément dans l'éducatif. Mais est-ce qu'on ne s'appuie pas trop sur ces associations? Parce que le métier social, c'est aussi un métier pour lequel on est formé. Les assistants sociaux sont formés. Alors, ce n'est pas le cas de tous les chefs de service de partout, mais est-ce qu'on ne dévie pas un peu le problème? Est-ce qu'on ne crée pas un autre problème? Alors, qu'est-ce qu'une association aujourd'hui qui relève de l'économie sociale et solidaire, et surtout qu'est-ce qu'une association qui travaille sur le champ de l'insertion par l'activité économique? Parce qu'on a parlé donc d'éventuelles solutions, il y en a qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent bien sur le terrain. Nous, on en a créé une en 2015. En un an, c'est un garage solidaire, on va voir. Alors, c'est un garage solidaire, une recyclerie créative. Il y a déjà 2 ateliers chantiers d'insertion, donc pour 13 salariés, 450 adhérents. Quand on a démarré le projet en Balagne, on nous a dit à l'époque qu'on était fous. Voilà, parce que ça ne marcherait pas, parce qu'évidemment en Balagne, la pauvreté n'existe pas. Donc les SIAE aujourd'hui sont un vecteur important d'insertion par l'activité économique et qui sont aussi générateurs donc d'innovation sociale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de développer donc des secteurs d'activité qui n'enlèvent rien à l'économie traditionnelle. Ça, c'est un premier point. Il y a d'autres dispositifs donc qui sont liés à l'économie sociale et solidaire, mais pas forcément liés à l'insertion, et sur lesquels il faut miser. Alors là, je ne vais pas prêcher pour une paroisse qui m'appartient aussi, mais des dispositifs donc d'accompagnement de projets économiques, comme la couveuse, par exemple, très sincèrement, mais pas uniquement, donc qui pourraient être appuyés parce qu'ils ont des résultats positifs depuis plus de 10 ans. Et qui ne le sont pas aujourd'hui, malgré tous les efforts de la collectivité territoriale. Voilà, je pense que ça, c'est une constante. C'est-à-dire sur l'ensemble de ces structures, qui sont des associations, mais qui ont un mode de fonctionnement, un mode de gouvernance d'entreprise. Il faut savoir que nous sommes tous contraints, comme une entreprise classique, à payer des charges sociales, à payer des frais de fonctionnement. Nous sommes évidemment aidés sur les emplois, aidés par les services de l'État, donc à financer certains salaires, mais pour des bas niveaux de qualification qui sont plutôt en démarche d'insertion plutôt qu'en démarche professionnelle. Et là, effectivement, je réponds à votre question en concluant que l'aide et le soutien des collectivités n'est pas à niveau. Alors, sur le logement, qui est un autre problème, on va voir ce chiffre sur la dotation en HLM, donc les logements sociaux pour la Corse, c'est 10% contre 17% sur le continent. Il faudra en construire 45% de plus pour arriver à répondre à la demande. Est-ce que là aussi, au niveau de l'État, il y a des politiques qui sont mises en place, c'est la priorité majeure avant l'emploi, après l'emploi ? Il n'y a pas de priorité avant l'emploi, après l'emploi. Comme on l'a dit tout à l'heure, dès lors qu'il manque un domaine, que ce soit le logement, que ce soit se nourrir, tout est source de précarité et source de tomber très rapidement dans la pauvreté. Donc c'est pas tellement ça. Après, la programmation des logements sociaux, elle existe. Il y a une programmation. Encore une fois, il y a le problème du foncier. Si on n'a pas sur les villes, là où il y a du travail, en fait, là où on peut trouver un emploi, le foncier pour construire du logement social, ça ne va pas servir à grand-chose. Aller construire du logement social à Vico, on va créer encore un problème de précarité puisqu'il y aura le souci de la mobilité. Dès qu'on s'éloigne des zones d'emploi, ça veut dire essence, ça veut dire garde d'enfants, ça veut dire une organisation nouvelle pour la famille. Donc il y a aussi cette difficulté-là qui est une constante en Corse. C'est une réalité. Sur la paupérisation de ce qu'on qualifie des travailleurs pauvres, cette classe moyenne qui s'appauvrit, est-ce qu'il y a là aussi un volet de lutte que vous envisagez, Jean-Christophe Andrieux ? Oui, très concrètement, mais pour revenir 2 secondes aux chiffres, il y en a 2 qui m'ont quand même frappé parmi tous ceux qu'on a eu l'occasion d'aborder, et je rejoins bien sûr le constat qui a été fait par Marie-Florence Dabrin sur le niveau d'aide des collectivités, ce qui m'a conduit à dire en tout début d'émission que l'on n'a pas eu, de mon point de vue, le bon niveau d'accompagnement politique jusqu'ici. On n'en a pas fait une claire priorité. Quand vous voyez ces jeunes étudiants qui se battent beaucoup, d'Aiuto Studentino, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour certains d'entre eux, 400 étudiants qui fréquentent, qui sont présents au niveau de la structure. C'est quand même 10% de l'effectif global. C'est considérable.
Je ne dis pas que tous, fort heureusement, sont en situation de grande précarité. Je dis simplement qu'on est là dans une pauvreté une précarité qui affecte les jeunes. Et surtout qui va affecter le futur. Si jamais ils n'arrivent pas au bout de leur cursus, sans diplôme, c'est là que les problèmes commencent. Dont on a vu avec le cofondateur, et c'est très vrai, qu'ils étaient dans un environnement social qui, à défaut d'être stabilisé, ne leur permettait pas d'obtenir les bons résultats, en même temps qu'il ne leur permet pas d'être bénéficiaires d'un certain nombre d'allocations. De tous ceux qui ont renoncé à être qui ont arrêté, aujourd'hui, tout simplement. pour faute de moyens. D'ailleurs, ça, on ne l'a pas dit, mais de manière transversale, c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est les difficultés chez nous de repérage. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une précarité invisible, y compris parmi les jeunes publics. Donc ça, c'est très complexe. Et après, à l'autre bout, si vous le permettez, des générations, on a les publics plus âgés. Alors là, c'est frappant, parce que de 2012 à 2013, me semble-t-il, on a des chiffres qui se stabilisent pour les personnes de plus de 60 ans, mais qui explosent après 75 ans. Les plus de 75 ans sont 2 fois plus touchés que dans le reste du pays. On est de 10 à 20, me semble-t-il, là, c'est la misère, pourcentage. C'est plus la pauvreté, et là, c'est la misère. Y compris le rural, on entendait Thérèse Lavanchi, les Restos du Cœur vont et ça ouvrir à rejoint Londres. le constat de précarité invisible dans des zones rurales, compliquées à détecter, etc. Donc on a véritablement un phénomène de société qui est très puissant. Alors, oui, par le travail, mais oui, je le répète, de mon point de vue, par le déploiement de politiques adaptées. J'en prends une autre. La Corse, à l'horizon 2030 ou 2040, sera vraisemblablement la région la plus âgée d'Europe. C'est un fait statistique, démographique. Bien. On a aujourd'hui le devoir, et on propose des choses très concrètes, de bâtir une politique dite de la silver economy. C'est-à-dire la politique à la fois pour les publics âgés, et je ne parle pas que des EHPAD ou de l'accompagnement des personnes à domicile, et la politique de l'emploi. Parce qu'on a concomitamment, en même temps que des chiffres très préoccupants dans le domaine de la pauvreté et de la précarité, des chiffres très inquiétants dans le domaine de l'insertion professionnelle des seniors, qui posent en des termes plus positifs ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une forme de corrélation entre la difficulté d'insertion professionnelle pour les publics un peu plus âgés et la précarité et la pauvreté. Alors, le retour à l'emploi, c'est aussi l'objectif politique. On a constaté, Solange Razine l'a constaté, puis on l'a constaté aussi en travaillant sur ce dossier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent d'autres régions de France, du Nord. On a vu ces témoignages, ce sont des gens qui ne vivaient pas en Corse et qui sont venus. Alors on parlait tout à l'heure de la misère qui semble moins pénible au soleil. Est-ce que vous le constatez aussi? C'est une donnée? Oui, c'est pas une donnée franche, dans le sens où on n'a pas compté en plus parmi nos adhérents. Et puis le bassin de vie donc, de Calvi est un petit peu prédisposé puisque la présence de la Légion étrangère fait que on a aussi accès donc, à un certain nombre de publics, donc, notamment les femmes de légionnaires, etc., qui ne travaillent pas. Donc je ne sais pas si c'est symptomatique, si vous voulez, mais effectivement c'est une réalité. Alors notamment sur les structures d'insertion par l'activité économique, mais surtout les structures de service à la personne, on constate effectivement que les emplois sont aujourd'hui assumés par des personnes qui ne sont pas résidentes Corse depuis plus de 3 à 5 ans. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Je voulais bien sûr dire un mot, c'est très important, de la santé. On a vu l'accès à la santé qui est problématique. Il y a un combat notamment en ce moment dans le Fumourbe pour avoir accès à la santé. Mais il y a aussi la détresse psychologique qui n'est pas toujours prise en compte et qui est très importante pour que les gens puissent rebondir à ce niveau que fait l'État. Il y a l'Agence régionale de santé aussi qui est impliquée là-dedans. Par rapport à cette thématique-là, effectivement, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est toute cette population qui renonce à leurs droits, à ses droits, pardon. Et effectivement, notamment en matière de santé, on voit qu'il y a un renoncement aux soins dû à la complexité des parcours, dû à cette modernisation aussi des services publics, notamment la dématérialisation, qui est très intéressante dès lors qu'on a les moyens, dès lors intellectuellement, psychologiquement, et qu'on peut... Mais justement, les gens renoncent, parce que moi, les gens que j'ai rencontrés, souvent ils renonçaient parce qu'ils étaient touchés de dépression. Ils n'ont pas les ressources psychologiques pour rebondir et pour se dire je vais y aller, je vais y arriver. Ils s'effondrent complètement, que ce soit pour un divorce ou une perte d'emploi, et c'est là que les problèmes commencent. Ou un veuvage. Voilà, ils n'ont plus les exactement. ressources. On renonce. Qu'est-ce qu'on peut faire On renonce aussi parce qu'on est impuissant devant un ordinateur quand on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas s'en servir. Alors il y a beaucoup de dispositifs qui existent dans le cadre de l'accompagnement, des points multimédia, etc. Pour autant, vous l'avez dit, on assiste quand même à des problèmes de plus en plus de l'ordre psychologique, où là, il y a peut-être un accompagnement nouveau à faire. Ce qui est intéressant dans les deux plans, que ce soit au niveau de la collectivité territoriale ou que ce soit au niveau de l'État, c'est la méthode qui est employée pour renverser les mécanismes qui engendrent cette précarité, c'est-à-dire
beaucoup plus de concertation, des diagnostics partagés, des analyses partagées qui nous permettent de renverser le mécanisme et d'avoir des méthodes beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficientes. Alors Jean-Christophe Angeline, sur ça, l'accès aux soins et les difficultés, y compris dans le rural, pour tous, pour ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre plan ? L'accès aux soins, dont nous avons fait également un combat important, avec la question du coefficient correcteur sur laquelle nous travaillons beaucoup, et des propositions qui ont été faites, y compris au niveau du gouvernement ou du Parlement. La question des infrastructures de santé à l'échelle des territoires. On a un combat, vous avez fait référence, Sébastien Thierry, qui est livré dans le Fumour pour bénéficier d'un hôpital local, d'un IRM, d'un centre de rééducation fonctionnelle. Il y a donc des sujets qui sont posés par la population et par les élus. La création d'une maison de santé, notamment sur le territoire de Calenzane, dans le rural, qui fonctionne très bien, qui permet la coordination justement et la détection par anticipation. Tout à fait. Je crois que ça émule aussi. Effectivement, et qui fait l'objet d'ailleurs d'un début de modélisation à l'échelle du territoire, puisque nous sommes sur le principe de case territoriale et diazaloude, avec l'idée de doter tous les territoires d'un établissement public de proximité qui s'accompagnera bien sûr d'une meilleure coordination avec le tissu libéral, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on a souvent des infirmières, etc., qui notamment dans les zones rurales livrent un combat et délivrent des missions qui sont indispensables. Marie-Florence Dabrin, vous aurez le mot de la fin sur cette thématique de la santé. C'est crucial pour que les gens prennent soin d'eux et soient armés pour rebondir. C'est absolument indispensable et essentiel. Maintenant, donc, je vais juste conclure en posant une question, ça permettra de rebondir. Je suis effectivement, vous le savez, en Balagne, donc je ne peux pas ne pas parler de l'hôpital de Calvi, qui est censé être un dispensaire. Les Balanins savent très bien que c'est le niveau de service donc, qui est donné et pas forcément à niveau. Donc, que pensez-vous faire par rapport aux structures de coordination ? Alors, l'hôpital, si vous le permettez, on est pour une partie même essentielle dans le domaine de l'État, puisqu'une chose qu'on n'a pas dite, c'est que la question de la santé, elle est pour l'essentiel une prérogative régalienne. Or, l'idée, c'est qu'à partir de la collectivité unique, nous voulons commencer à bâtir une politique territoriale et publique de santé qui sera fonction des compétences que l'on va intégrer. On veut aller plus loin, mais sur la question balanine en particulier, on va avoir l'occasion d'en parler dans les prochaines heures, nous sommes très sensibles au devenir de l'hôpital. Merci pour ces précisions qui intéresseront les Balanins et puis les autres aussi. On voit très bien qu'un vaste chantier est ouvert et que vous êtes tous impliqués. On reparlera de cette question de la précarité, de la pauvreté qui s'installe malheureusement en Corse de manière durable, semble-t-il. Merci Solange Graziani. A ringraziare voi di essere seguita d'inchiesta all'ultimo numero di Lannada, ci ritroviamo di gennaio per un altro numero d'inchiesta. Intanto vi lascio buon capoanno e buone feste a tutti.